eh ben, on est content de voir que tous les jours, il s'y passe des choses formidables et qu'il y a de la création, qu'il y a de la vie sociale tout à fait riche. Et puis que de temps en temps, effectivement, il y a des choses qui ne se passent pas bien aussi. Mais que tout ça, eh bien, les gens réagissent, il y a des possibilités de dialoguer là autour. Il y a de la vie, il y a de la possibilité. Et le média est là, au milieu de tout ça. Alors, ce qui manquait, c'était ce côté mémoire. C'était ranger un petit peu tout ça. Et puis c'était ce côté interactivité aussi entre nos médias, parce que ce qu'on voit avec de la vidéo, eh ben, ça n'a pas tout à fait le même impact émotionnellement. Ce qu'on entend avec la voix, c'est très important, mais ça se complète avec ce qu'on voit avec une photo, ce qu'on voit avec ce qu'on sent aussi avec des écrits. Tout ça, mais jusqu'à présent, tout ça a été un petit peu découpé. Alors maintenant, on a la possibilité, avec tout ce capital de confiance, on a la possibilité de faire vivre tout ça en coopération et d'établir des ponts, des liaisons entre tout ça. C'est possible techniquement. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait capable et outillé pour le faire. Ça, il faut qu'on y travaille et on est là en partie aujourd'hui pour ça. C'est-à-dire que il y a déjà des informations qui sont validées par nos auditeurs. Quand on dit des bêtises à la radio, eh ben, ça ne pardonne pas, on se fait engueuler. Il y a des coups de fil, il y a des lettres où on nous dit qu'est-ce que là, tu as vraiment... Bon, ça ne va pas. Il y a un contrôle qui est fait. Ça veut dire que nous sommes donc des gens qui avons la capacité, collectivement, à donner de l'information de qualité. Et c'est vrai pour vos journaux, c'est vrai pour les blogs d'information présents ici aussi, c'est vrai pour les télévisions. Il y a de la critique toujours qui est faite. Alors, toutes ces données, ce qu'il faut, c'est qu'on les rende structurées sur Internet et qu'on les rende interopérables, on l'a dit plusieurs fois. C'est-à-dire comment faire en sorte que quand on cherche quelque chose sur des domaines de compétences, quelque chose sur lequel on a fait une émission, sur lequel on a fait une vidéo, sur lequel on a fait un joli texte, et que ce truc-là est passé, on l'a diffusé à la radio, comment garder des archives et que ces archives soient retrouvées par Google, non seulement retrouvées, mais retrouvées comme quelque chose qui est de qualité. Eh bien, on a les outils comme ça, parce que les données structurées, aujourd'hui, on sait les traiter. Nous avons des spécialistes en informatique qui savent traiter ça. Et puis, nous avons un outil qui s'appelle Wikipédia, qui est perfectible, mais qui est effectivement le lieu dans lequel les données structurées s'agencent et s'articulent de manière tout à fait intéressante et efficace. Simplement, on n'est pas tout à fait assez lié à ces moyens d'articuler tout ça. Alors ce que je dirais, c'est qu'on aurait besoin, on a besoin de construire, on a tous les outils qu'il faut, toutes les collaborations à mettre en place avec des développeurs informatiques, et le fait de travailler avec les espaces multimédia peut nous être d'un grand bénéfice pour ça. On a toutes les capacités à rendre déjà une mémoire de nos documents, c'est-à-dire archiver l'ensemble de nos meilleurs reportages et émissions, possibilité pour les meilleures vidéos de les archiver et de les rendre aussi présentes, et puis possibilité de se les renvoyer les unes aux autres par un meilleur travail collectif et coopératif. C'est possible, c'est pas encore tout à fait fait, mais on sait faire, il faut qu'on s'y mette. Et puis peut-être qu'on soit un petit peu aidé, justement, s'il y a un peu de sous publics qui peuvent nous aider à ça, ça serait bien. C'est la question de l'argent public revient toujours. J'aimerais peut-être avoir l'avis des télévisions. Thierry Michel, de la Fédération donc des vidéos de pays de quartier, sur cette même thématique. Est-ce que finalement, on peut aller un petit peu plus loin dans la question, est-ce que finalement, il n'y a pas dans le numérique la capacité, finalement, à un moment donné, que la télé rejoigne la radio, la radio rejoigne la télé? Est-ce qu'il n'y a pas une convergence qui peut se passer? Alors, il y a sans doute une convergence, mais avant de parler de la convergence des médias sur l'Internet et par le numérique... Ah, pardon. Là, c'est mieux? Non. Voilà. Là, ça va aller. C'est bon? Avant de parler de cette convergence, moi, ce qui me semble important de dire et de repréciser, c'est tout le travail qu'il y a sur le terrain. Parce que l'Internet, sans ce travail-là, ça ne sert à rien. Et donc, ce qui est très, très important de rappeler, c'est le travail d'accompagnement. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie d'en parler, que font les médias citoyens, et en particulier ceux que je côtoie le plus, ce sont les télévisions participatives.
quand je parle d'accompagnement, c'est vraiment un terme pesé parce qu'il me semble que c'est un vrai travail de proximité avec les gens, d'éducation, pour les impliquer dans un projet qui est le média qu'on propose, qu'il soit radio ou télé, ou même presse écrite. Et sans ce travail de production de contenu, d'éducation aux médias avec les gens, il n'y a rien à mettre sur l'Internet. Donc déjà, il faut qu'on revienne à ce fondamental, enfin, à ce travail qui est essentiel à la base. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est aussi qu'on considère dans ces médias-là que ce sont les citoyens, les habitants qui sont les experts du territoire. C'est-à-dire qu'on va pas seulement aller voir des scientifiques, voir des décideurs sur une question, on va aller voir les habitants et on va leur demander de s'exprimer. Et souvent, cette parole, elle va être peut-être gênante, par exemple pour les décideurs, pour les élus, ça peut être des fois mal pris. On a souvent, nous, en tout cas dans notre réseau de télévision participative, des échos de nos adhérents qui nous font part d'expériences où, oui, il y a une question qui a été abordée et qui a fait très très mal, parce qu'elle a été mal prise par les élus, et puis derrière, il y a des coups de bâton. Ce qui est très difficile pour les élus, en tout cas, de comprendre, et c'est là que nous, on doit faire un travail de pédagogie et de sensibilisation, c'est que l'expression des habitants et prendre la parole, c'est quelque part la première forme d'investissement des habitants sur un territoire. Déjà, si un habitant il peut s'exprimer, quelque part, on peut le comparer un peu à quelqu'un qui va se faire soigner, qui parle à son médecin, qui dit voilà, déjà il exprime ce qu'il ressent. Eh bien, je pense que nos médias ont cette faculté de permettre aux citoyens d'exprimer les problématiques qu'ils rencontrent, mais aussi leurs envies de changer des choses sur leur territoire. Et déjà, ça, c'est fondamental. Et donc, ce qui est difficile aussi, c'est de faire entendre aux élus que ça, c'est une forme d'investissement des habitants sur le territoire. C'est la première forme d'investissement. Après, on peut commencer à échanger sur des propositions, à entendre aussi la parole des élus. Je me rappelle, j'ai une expérience en tête, c'était une expérience de télévision participative en Picardie, que la Fédération des vidéos des pays a accompagnée. Et cette expérience a permis de donner la parole à un panel très très divers des habitants. Ça allait des jeunes aux générations plus anciennes, des chômeurs aux travailleurs, etc. Et puis à un moment donné, ils se sont aperçus, l'équipe porteuse du projet, qu'il y avait une catégorie de personnes à qui ils n'avaient pas donné la parole, en tout cas dans les reportages, c'était les élus. Ils ne faisaient que les inviter sur les plateaux, et puis là, ils se prenaient quelquefois une petite claque, parce que les habitants, ils avaient des choses à dire. Mais on n'était pas allé voir les élus pour s'intéresser à leur travail, à ce qu'ils faisaient, aux difficultés qu'ils rencontraient. Et je crois que cet effort-là on avance souvent, en tout cas, on communique souvent autour des publics en difficulté qu'on va rencontrer. Mais on doit faire cet effort-là aussi auprès d'autres publics qui ne sont peut-être pas aussi médiatisés non plus, par exemple les élus. Et est-ce qu'on sait comment travaillent les élus? Voilà, qui le sait exactement? Qui sait les charges que rencontrent des élus sur un territoire? Est-ce que... Oui, mais est-ce que les citoyens qui ont des choses à dire, ils n'auraient pas aussi intérêt à savoir comment ces gens-là travaillent et les difficultés qu'ils rencontrent? Et du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà. Donc, je pense que c'est très, très important de se re-questionner quand on est un média sur un territoire sur notre rôle et est-ce que vraiment on est en lien avec tout le monde ou pas? On ne peut pas toucher tout le monde, mais en tout cas, est-ce qu'on a couvert un ensemble de catégories qui sont incontournables? Voilà, alors après, pour répondre à la question de Thierry, je ne sais plus où il est Thierry. Oui, il est là. Il est là. Du coup, oui, une fois que ce travail sera fait, je pense qu'en effet, il y a tout un grand intérêt à ce que nous coopérions entre médias sur un territoire, parce que de toute façon, c'est un peu l'avenir. On en parle beaucoup en ce moment dans notre réseau, et puis on en parlait tout à l'heure avec Antoine. C'est clair que s'il y a une perspective aujourd'hui de développement des médias citoyens sur les territoires, c'est bien celle de coopérer ensemble, non seulement dans les pratiques, dans le faire ensemble, mais aussi dans les combats qu'on doit mener pour faire reconnaître le travail
que l'on fait sur les territoires et pour faire avancer la loi qui aujourd'hui en France est très 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 loin de soutenir à leur juste valeur les médias citoyens. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question. Voilà. Alors, on va revenir à cette question après, mais j'aimerais aussi, par rapport à tout ce que vous venez de dire, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'est pas des médias tout seuls, comme je le disais tout à l'heure, on est des médias avec les autres. Et puis, alors, il n'a pas pu venir ce soir, on l'avait invité à venir, mais Denis Colongo, donc, qui s'occupe de la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et on sait que tous nos médias on attache une grande importance à cette nouvelle famille économique qui offre d'autres débouchés. On l'a interviewé en vidéo il y a quelques jours. Il a souhaité nous donner son témoignage pour être présent quand même. On le regarde. Hein. Si vous voulez bien vous retourner de l'autre côté pour ceux qui sont dans la salle. Il faudra qu'on recale, oui. Donc, il est secrétaire général de la CRES Rhône-Alpes. Et oui. Donc, globalement, Denis Colongo, il est secrétaire général de la CRES Rhône-Alpes. Ouais, ça marche. Donc, Denis Colongo est secrétaire général de la CRES. Associative de Rhône-Alpes qui est membre adhérent de la CRES. On a le syndicat national des radios libres qui fait partie du GRS, qui est un regroupement dans l'économie sociale et solidaire d'employeurs. Donc il y a une grande importance à cette économie qui est une économie effectivement qui s'applique dans les territoires et dans lesquels les médias ont une vraie importance à jouer. Les médias se reconnaissent dans cette forme d'économie et l'ESS, effectivement, reconnaît de plus en plus les médias associatifs comme des médias privilégiés pour faire passer ces messages. Voilà. Disant beaucoup moins bien que ce que nous a dit Denis Colongo, mais j'en suis désolé. Oui, dès qu'on reprend il faut laisser les intervenants. Sur celui TV. Voilà, donc l'intervention de Denis Colongo nous montre effectivement l'importance que peuvent avoir nos médias dans cette construction citoyenne, dans cette construction sociale. Alors effectivement, comme je le disais, on ne fait pas des médias associatifs, des médias citoyens tout seul. On le fait avec les autres et on le fait avec effectivement des acteurs du numérique, comme on a dans la salle, par exemple, ou des acteurs de l'éducation populaire. Et j'aimerais par exemple avoir le témoignage de Cécile Cazet avec la FEV, avec Médias Citoyens et puis différents médias. Depuis quelques années, on a beaucoup travaillé ensemble à l'occasion du congrès annuel de l'université annuelle de la FEV. J'aimerais, Cécile, que vous nous disiez quel sens ça a pour vous, effectivement, de travailler avec des médias. Et puis, parce que votre rapport n'est pas innocent, je sais que il y a quelques temps, il y avait encore un journal qui était remarquable sur Lyon qui s'appelait No Dogs. Et No Dogs, en fait, c'est un projet d'une volontaire qui est venue à la FEV à un moment donné. Donc, j'aimerais que vous nous décriviez un petit peu ce rapport.
Oui, donc peut-être juste pour resituer d'où je parle. Donc, la FEF, c'est une association d'éducation populaire qui a comme projet associatif la lutte contre les inégalités sociales et éducatives par l'engagement de la jeunesse. Donc, on mobilise essentiellement des étudiants qui interviennent sous différentes formes d'intervention dans les territoires les plus en difficulté auprès d'enfants et de jeunes. Effectivement, dans le cadre de nos travaux, donc on accueille des jeunes en service civique. Il y a quelques années, comme ça, il y a une jeune qui, dans le cadre de son projet personnel, qui avait un intérêt certain autour de la question des médias, du numérique, du journalisme, qui a souhaité monter un projet d'un journal d'expression alternative en direction de jeunes. Alors, à la fois les jeunes étudiants que nous, on mobilisé dans le cadre de nos travaux, mais également les jeunes auprès desquels on intervient. Alors, je pense notamment aux collégiens et aux lycéens professionnels, et où l'objectif était, à partir d'un mot, alors c'était des mots, moi je me demandais personnellement par moment où est-ce qu'ils allaient les chercher. On a eu des choses autour de édulcoré, on a eu des choses autour de gourbi, enfin voilà. Comment est-ce qu'à partir d'un mot, on peut mettre en réflexion un groupe de jeunes, et comment est-ce qu'à partir de ça, on peut réfléchir à l'évolution étymologique et à la manière dont les mots s'inscrivent sur un territoire. Cette initiative, elle a été très fortement accompagnée par vous. Petit à petit, les jeunes se sont constitués en une association indépendante, c'est-à-dire que pour nous, l'objectif, à un moment donné, c'était d'offrir un outil, une espèce de plateforme comme ça qui leur permette de tester un certain nombre de choses, qui leur permettait aussi de se former. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer tout un tas de professionnels, et derrière, ils en ont fait un objet propre. Donc, c'est vrai que pour nous, cette question-là est une question intéressante dans la mesure où, à la fois, elle permet de mettre en dynamique et au mouvement un certain nombre de jeunes et de les amener à s'interroger collectivement autour de différentes problématiques citoyennes. Voilà, et donc c'est un outil privilégié. Mais peut-être pour aller au-delà, moi j'aurais aimé revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Léla autour de la démocratie participative, autour de ces dynamiques. Nous, on se rend compte de plus en plus sur les quartiers prioritaires qu'il y a une vraie difficulté en termes d'expression d'un certain nombre de populations. C'est-à-dire que les gens sont amenés à se positionner sur un certain nombre de choses parce qu'on vient faire une enquête, parce que la collectivité se déplace, parce qu'elle veut mettre en place un projet ou un autre. Mais voilà, on est toujours dans un sens du haut vers le bas, j'allais dire, et assez peu dans un travail de réflexion. Je suis pas amie avec les micros, hein. Et assez peu dans le cadre d'un travail et d'une réflexion collective. Il se trouve qu'on travaille beaucoup, nous, sur la question de l'expression des populations autour des opérations de renouvellement urbain, autour de la question de la place des familles dans l'école, et que les territoires sur lesquels on intervient nous font rencontrer un certain nombre de gens qui expriment, enfin qui ont en réalité tout un tas de choses à dire, mais qui sont d'une part en difficulté pour mettre des mots sur la réalité qui est la leur, qui ont beaucoup de mal à émerger comme des interlocuteurs légitimes aux yeux de l'institution publique et qui se retrouvent souvent dans une situation où ils sont consultés dans un contexte de crise. Et il me semble qu'il y a un enjeu essentiel aujourd'hui, notamment dans ces quartiers, que de recréer du collectif. Et d'arriver à repositionner la chose publique, la chose politique, comme quelque chose qui nous concerne tous. C'est-à-dire que comment est-ce qu'à un moment donné, dans un contexte de crise démocratique, qui passe effectivement par le fait que de moins en moins de gens se déplacent pour aller voter sur un certain nombre d'élections, mais qui passe aussi par le fait qu'il y a des réformes à un moment donné qui sont en réflexion ou en cours, qui vont impacter directement un certain nombre de populations et que ces populations sont en réalité les moins associées à la réflexion préalable. Comment est-ce qu'à un moment donné, l'outil média est aussi un support pour aller vers les gens, pour les aider à formuler une demande, pour les aider à porter des revendications auprès des politiques, et comment est-ce qu'en réalité, cet outil-là nous permet de réassumer collectivement la conflictualité inhérente à la chose publique, qui aujourd'hui fait peur à tout le monde, parce que dès qu'il y a débat, on craint que ce soit un peu la porte ouverte à tout. Et il me semble que l'outil
des médias, et notamment des médias associatifs, est bien un outil qui permet de redonner à chacun les moyens de participer par l'expression et de formuler une pensée, de la rendre intelligible et du coup de participer aussi à la vie démocratique sur un territoire. Et en ce sens, je crois qu'il y a tout un tas d'objets de travail à venir sur les territoires qui pourraient donner lieu à un certain nombre de projets qui seront nécessaires à un moment donné, de toute façon, si on veut pas que les choses explosent, parce que sur un certain nombre de territoires, on n'en est quand même pas loin. Christian Combier, comment on voit ça du haut de la maison de Grigny, parce que pour la maison de Grigny, on entendait parler de tisser du lien, de faire du collectif, d'être en local, c'est bien justement la vocation. Et comment s'intègre cette notion de média dans votre pratique finalement? Oui, alors avant de parler vraiment de la notion de média, je voudrais reprendre quelques éléments qui ont été dit là tout à l'heure. Nous, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'aujourd'hui, il nous semble qu'il y a une confusion entre la notion d'expression et la notion de consultation. Et que globalement, on organise l'expression des gens à partir du moment ou de l'instant où on a une consultation à faire. Donc la première difficulté, et nous on a fait une tentative là-dessus, puisqu'à un moment donné, on a y compris construit une plateforme, support à l'expression citoyenne, sur laquelle on peut porter plutôt un regard, je dirais, d'échec, en tout cas sur cette première tentative. Pour une première raison, c'est que finalement, la notion d'expression permanente, elle n'est pas intégrée aujourd'hui, je pense, dans notre société. Il y a une confusion entre, je disais, consultation et expression. Ça, c'est le premier volet. Après, le deuxième volet, et ça a été pointé tout à l'heure au travers d'interventions sur les télévisions, c'est la question de l'expertise. Qui est expert aujourd'hui sur un territoire? Et donc cette question d'égalité d'expertise, parce que finalement, j'habite là, j'ai des choses à dire, et y compris des choses à dire sur des sujets que je n'ai pas prévus. Ce qui pose après derrière, et là, en relation avec les élus locaux, les organisateurs associatifs, etc., ça pose aussi toute la question de cette matière-là, finalement, même quand on la permet, comment on la contrôle? Parce que ça, c'est la première question. On évoque beaucoup les élus locaux, mais on croise la même problématique avec un certain nombre d'élus associatifs. On accompagne un certain nombre d'associations à l'intégration du numérique dans leurs pratiques, et notamment quand on arrive à la partie information. La première demande, c'est quand même comment on construit une vitrine. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on va bien pouvoir brider les commentaires. Parce que globalement, il n'y a pas de possibilité d'expression ou de retour sur la bonne parole. Je vais prendre un exemple, mais et ça croise cette question d'expertise. On travaille avec un centre social sur l'accompagnement à la construction de l'espace web. Sur la partie vitrine, pas de problème. Après, quand on travaille avec l'équipe en disant cet espace, il est aussi un espace d'expression. Intellectuellement, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de débat. Tout le monde est pour. À partir du moment où on rentre dans le vif du sujet, dans le concret, en disant tiens, ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu il y avait 5 mamans qui discutaient des horaires de la halte garderie et qu'elles sont confrontées sur leur territoire à une modification de leur amplitude de travail et donc se pose la question de la garde des enfants le samedi matin. Je dis, organisons un débat avec ces 5 dames, organisons une entrée sur le numérique pour que le débat puisse se poursuivre avec d'autres. Et puis, et ça on en a fait le constat et l'analyse, et je partage tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, le numérique n'a de sens et ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a de la relation humaine. S'il n'y a pas de relation humaine, il n'y a rien qui se produit effectivement là-dessus. Donc, animons sur le numérique et reprenons une initiative de rencontre des gens qui ont participé au débat, et physique et numérique. Et là, tollé général, en disant mais non, c'est pas possible, parce que quand même, nous on est les professionnels, on sait ce qui est bon pour les enfants, je caricature un peu, mais on n'en est pas très loin. Et il n'y a pas de raison qu'on organise un débat avec les parents qui vont nous dire qu'il faut que la halte garderie ouvre le samedi alors qu'ils sont déjà toute la semaine à l'école. Donc la réponse était déjà faite, le débat était nul et non avenu. Donc c'est bien cette question-là, nous, qui est au cœur de nos pratiques, c'est comment on accompagne, et là,
y compris, je dirais, les responsables associatifs, et notamment les responsables associatifs, à prendre en compte ces questions-là et à revalider le fait que l'expression, elle est normale, elle est naturelle, que chacun peut avoir une expertise et qu'elle ne s'organise pas que quand le débat est provoqué ou nécessaire. Voilà. Après, sur les quartiers, je dirais aussi là-dessus, 2 poids, 2 mesures, parce qu'il y a y compris du tri là-dessus. Enfin, moi, j'habite dans un quartier de Cux depuis quand même un certain nombre d'années. Il y a un certain nombre de consultations. On m'a rien demandé. Hein, voilà. Donc, ça rejoint voilà, les plus éloignés. Et pourquoi on prendrait... Voilà. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet-là. Après, nous, il nous semble, et là-dessus, c'est peut-être l'angle, et on en discutait avec... mon voisin de droite, dont j'ai perdu le prénom, Patrice, sur les collaborations, etc. Nous, ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est de reconstruire une culture de la production, une culture du partage, parce que globalement, quand même, ce qu'on se rend compte, c'est que sur l'Internet, on va plutôt faire son marché, on va plutôt aller chercher de l'information, on va plutôt consommer, on va plutôt, je ne reprendrai pas l'intervention du début sur la question du marketing et de l'organisation effectivement économique de ces choses-là, mais on est plutôt on est plutôt confronté à ça. Et nous, il nous semble qu'il y a nécessité de reconstruire une culture, oui, de la production, du partage, parce que c'est une des conditions qui peut permettre d'abord d'aborder l'Internet autrement que comme un vaste supermarché qu'on peut aller piller, de manière légale ou illégale, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas qu'on peut aller piller sans rien donner en contrepartie. Et que si on veut effectivement construire des collaborations avec les médias, c'est aussi autour de ces questions-là. Parce que je pense que, tu le disais tout à l'heure, la mise en valeur de la parole, toutes ces questions-là, elles sont importantes. Voilà, moi, dans un premier temps, ce que je peux dire. Oui, alors pour rebondir un petit peu de travers, mais pour rebondir quand même sur la question de la production, produire ensemble, c'est vrai que dans les médias, on produit, mais aussi on diffuse. Et je crois que le numérique, c'est aussi une grande question sur comment on diffuse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, un journal papier diffusait en se vendant par papier. Aujourd'hui, on voit des journaux qui migrent vers Internet ou qui complètent leur version papier par une version Internet. Les radios diffusent toujours sur la bande FM, mais il est question de faire de la radio numérique terrestre. Et certaines télévisions ont déjà la télévision numérique terrestre. Le numérique bouleverse donc forcément complètement ce paysage médiatique. J'aimerais, alors pour continuer le tour de table qui n'est pas terminé, Gérard Fumex, le journal qui était un journal papier est devenu Libre Info 74, qui est un site Internet. Et alors voilà, j'aimerais savoir comment ça se passe, j'aimerais savoir quelles sont les incidences de cette migration pour un média comme le vôtre, et puis on pourra avancer dans la réflexion justement après. Ouais. Oui, pour te répondre, on n'a pas fait un grand colloque au départ en nous prenant la tête en disant qu'est-ce qu'on va faire au niveau des grandes questions abstraites sur l'avenir de l'Internet et autres. C'est très très pragmatique, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, nous, d'une petite équipe qui sommes confrontés à un travail quotidien presque, oui, et des bénévoles sur l'information qu'on veut apporter. Et le journal, qui était donc qu'on a démarré c'est déjà une histoire ancienne, puisque en 1986, qui a vendu en kiosque et qui était en permanence. On pensait vraiment pas qu'il continuerait. On disait de toute façon on le fera que si on trouve l'argent pour. Et après on a réussi à tenir plus de 20 ans. Fait que au bout du compte, on a eu des dossiers, on a pu faire de l'actualité, mais on arrivait à dire que on faisait après un trimestriel, en fait on faisait un hebdomadaire tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'on avait à la fois des dossiers, mais on était porté par l'actualité. On était porté par l'actualité parce qu'on était en relation directe avec à la fois le monde de la société civile, l'associatif. Nous, la plupart du monde de l'équipe sont impliqués, donc on était frustrés par rapport à ça. Et
c'est vrai que pour nous, l'avantage, on ne s'est pas posé de question, Internet nous a permis d'être réactifs, de pouvoir apporter les informations que nous avions, parce que régulièrement, et les porter sur la toile. Alors, pourtant, on est attaché au papier. On est attaché au papier et on s'est dit, bon, on va garder notre titre pour faire des dossiers écrits parce que on y croit encore, c'est peut-être un combat d'arrière-garde, si on peut dire, mais au niveau du kiosque, au niveau de la vente, on voudrait continuer cette possibilité de diffuser du papier. Alors, on avait prévu de faire des dossiers, mais c'est vrai que notre capacité humaine ne nous a pas permis vraiment d'avoir un travail régulier, parce que c'était vraiment un boulot énorme de pouvoir donner de l'information comme un autre média, parce qu'on nous dit il n'y a pas de petits médias et de grands médias. Il y a des médias avec des moyens qui sont bien sûr disproportionnés entre les médias dominants et les nôtres, mais le travail que l'on fait est reconnu, localement, il est reconnu par les autres journalistes de l'agglomération. C'est-à-dire que on a cette capacité justement d'intervenir sur l'actualité. Et cela, malheureusement, on n'a pas les moyens vraiment pour... j'entends pas même financier, mais c'est vraiment les moyens humains pour pouvoir réagir. Alors, c'est vrai qu'on est arrivé à créer, grâce à Internet, et c'est là, nous l'important, c'est que au-delà de l'écrit, on a pu faire de la vidéo. Et alors, je vais essayer de vous donner des exemples très concrets, parce que c'est comme ça qu'on peut sentir les choses. Là, dernièrement, il y avait un collectif qui a réalisé une marche solidaire entre une ville de Haute-Savoie et Genève, en solidarité avec des paysans sans terre pour l'accaparement des terres. Et on a suivi pendant 2 jours. On a fait une vidéo, on a fait un reportage, et les associations qui sont autour de nous bien sûr, on est le seul média qui était sur place, et surtout, on sait qu'on va travailler avec elles derrière, ne serait-ce que sur un autre projet qui est justement l'accaparement des terres, aussi le foncier agricole en Haute-Savoie, et ça c'est une vraie question qui se pose aussi sur d'autres départements. Eh bien, on va travailler sur un réseau d'associations sur ces terrains, sur ce thème, foncier agricole, circuit court, possibilité de pouvoir réaliser, d'installer des agriculteurs. Et cela, on va le faire dans cette perspective aujourd'hui, au niveau de l'associatif. Donc, c'est là, information, on a cette démarche-là d'information du local au global, du global au local, c'est un fait. Mais à côté de ça, derrière ce que l'on apporte comme traduction et comme information, on a tout ce travail de lien social qui est effectif, et je pense que c'est réellement notre façon d'agir. Voilà, donc ce qu'a apporté Internet pour nous aujourd'hui, c'est la capacité d'être fortement réactif, de pouvoir avoir la possibilité de transmettre à la fois des vidéos. Alors bien sûr, on n'est pas un média, une plateforme d'échange et autres, parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui peut-être d'en être porteur, mais au moins par rapport à notre démarche, on a quand même cette possibilité d'avancer vraiment avec l'ensemble de la société civile et du monde associatif. Voilà. Oui, alors on voit dans ce cas-là l'importance qu'a prise Internet, et je pense que l'exemple de Sens Public, Gérard Wormser, va dans le même sens. Alors c'est effectivement, pour aborder ce côté de la diffusion, il y a quelque chose qui s'est produit, qui continue à se produire ces derniers temps et encore maintenant, c'est la question de la radio numérique terrestre. J'aimerais peut-être que Véronique Boulieu ou Patrice fassent un petit point. Radio numérique terrestre, donc pour résumer, c'est un
un long serpent de mer. Il a été question de la radio numérique terrestre il y a quelques années. Alors au début, les grands groupes de radio avaient très envie de la radio numérique terrestre et les radios associatives pas du tout. Et puis un jour, la situation a évolué, c'est retourné. Les radios associatives et indépendantes ont eu envie de la radio numérique terrestre, mais plus du tout les grands groupes. Et aujourd'hui, bon, on est toujours dans cette dimension-là, sauf que le CSA, lui, a toujours voulu la radio numérique terrestre qu'il a imaginé. Et puis Radio France, voilà, cet été, le gouvernement a dit que Radio France ne participerait pas à la radio numérique terrestre, en tout cas pas pour l'instant, ce qui fait que la radio, le paysage radiophonique, sans Radio France, sans les plus grandes radios, voilà, à quoi ressemble-t-il? Alors j'ai envie de vous poser la question, où en est-on et qu'en pensent les deux principales fédérations de radio en France? Le problème de la radio numérique terrestre, effectivement, c'est qu'il y a une partie des radios associatives qui est pour, une partie qui est contre, et tout ça, bien entendu, à cause de problèmes financiers. Parce que nous savons tous que la radio numérique terrestre, ça a un coût. Donc là, c'est les grandes négociations qui s'engagent. Et surtout, la radio numérique terrestre, il faut qu'elle puisse être accessible à tous. Et on sait que sur certains territoires, notamment les territoires ruraux, les territoires de montagne, ce ne sera pas facile. Donc il va falloir travailler là-dessus pour qu'il y ait une équité entre tous les territoires. Alors la position de la CNRA est qu'il faut absolument pousser la radio numérique terrestre pour que justement on ait une grande couverture sur le territoire. Et on ne peut pas passer à côté de cette évolution technologique. Par contre, il va falloir y mettre les moyens. Alors il va falloir justement là aussi qu'on apprenne tous à se fédérer, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle des multiplexeurs sur lesquels il va peut-être falloir justement mettre différentes radios. Alors si Radio France n'est pas partante, si les autres radios ne sont pas partantes, ça va devenir vite compliqué. Donc il va falloir qu'entre nous, on se fédère et qu'on crée peut-être des multiplexes. Alors je sais qu'il y a des expériences qui ont été faites notamment à Nantes, dont Patrice pourra peut-être bien vous parler. En Rhône-Alpes, il y a des expériences qui sont menées actuellement avec certaines radios associatives. Maintenant, je pense que ce qui fait peur à toutes les radios associatives, c'est ce fameux surcoût. Alors, des fois, on nous dit non, il n'y aura pas tant de surcoût. Des fois, on nous dit oui. Quand on commence à négocier, puisque je suis aussi membre de la commission du FSER à Paris, au ministère de la Culture, quand on commence à dire oui, on veut bien le numérique, est-ce que vous nous augmentez l'enveloppe budgétaire? Eh bien, je ne vous dis pas les réponses qu'on a. En période de crise, c'est un petit peu difficile d'augmenter les enveloppes budgétaires. Donc là, on est dans un combat, dans un bras de fer, dont je ne sais pas comment on va sortir pour l'instant. Effectivement, surtout si les grands groupes et si la radio publique ne veut pas partir. Donc là, je ne sais pas quelle va être la solution. Alors, soit Patrice... Alors, une intervention de Pascal Ricot. C'était une boutade. Radio France n'utilise pas son enveloppe budgétaire. Elle est toute trouvée, non ? Non, je sais pas. C'est une suggestion. Enfin, c'est une suggestion, effectivement, qu'on pourrait faire au ministère de la Culture. Mais alors, finalement, Patrice Berger, est-ce que c'est encore utile de la faire, la RNT, si personne n'y va? Le micro marche, oui, ça y est. À terme, c'est une évolution qui est importante et, à mon avis, dans laquelle il faut aller, parce que la télé y est allée. Et puis, il y a une dimension internationale aussi. Le DAB est déjà en place en Grande-Bretagne depuis longtemps. L'Allemagne s'y met, d'autres pays autour. Donc, on ne va pas quand même se rester tout seul sur la bande FM. Il y a une dimension internationale. Alors, le numérique a des avantages. Il y a une meilleure qualité de son, bien sûr, déjà. Il a des inconvénients aussi en termes de diffusion. Il ne garantit pas vraiment, mais il y a des possibilités de passer quand même sur sans multiplex à la campagne avec certaines normes. Alors tout ça nécessite effectivement de bien vouloir s'attaquer au problème dans cet esprit justement qui a été bien mis en place, en tout cas en termes de déclaration, mais je crois que ça fonctionne pour que vraiment dans les campagnes les plus reculées, on ait la possibilité d'avoir des radios. Il y a encore, du côté de l'AFM, c'est encore loin d'être résolu, ce problème-là. Alors, je pense qu'on va, on va vers ce chemin-là. Il y a un avantage du numérique aussi, c'est les données associées et la possibilité justement d'arriver à mettre autre chose que du son avec ces programmes. Et puis il y a surtout un gros avantage qui a été souligné et sur lequel il peut y avoir des discussions. Donc
notre ami de Radio Calade nous disait ce matin ou tout à l'heure qu'il voyait bien le travail sur l'Internet avec la radio. On parlait également avec Pascal Ricot de la possibilité de développer des radios web. Il y a un grand avantage du numérique terrestre, c'est la qualité numérique et puis en même temps le fait qu'on ne trace pas les utilisateurs et puis que c'est un fait tout à fait gratuit. On se paye le récepteur et puis c'est tout. Sur Internet, on est toujours soumis. Alors, on n'a pas l'impression de payer parce que c'est quelque chose qui est donné en plus quand on écoute la radio sur son ordinateur ou qu'on écoute la radio sur IP d'une manière ou d'une autre avec un baladeur. On n'a pas l'impression de payer en plus, mais il y a un pouvoir des gens des télécoms à terme de contrôle sur quels sont les programmes qui vont être autorisés à passer sur Orange, sur SFR, sur Bouygues. Et au départ, c'est très bien, tout est joli. On veut avoir des programmes, ils auront besoin de programmes. Et puis petit à petit, on aura un contrôle. Et ça c'est compliqué et c'est à mon avis pas viable. Donc l'intérêt qu'est-ce qui se passe avec le numérique terrestre simplement, c'est qu'il y a toujours un contrôle, mais c'est un contrôle qui est un contrôle de l'État, le contrôle du CSA finalement. C'est un contrôle public qui est fait en termes de qualité et puis effectivement le contrôle de la loi aussi vis-à-vis des libertés d'expression, mais pas de racisme, pas de diffamation. Ça, c'est bien. Mais que le contrôle soit fait pour des raisons financières par les sociétés de télécom, ça, c'est à mon avis le principal danger de la radio sur IP, d'où l'importance de la radio numérique terrestre. Alors, il y a possibilité de baisser les coûts en se mettant en coopération entre les radios, comme l'ont fait les Nantais, et très bien, avec un soutien des collectivités territoriales. Et je pense qu'il faut continuer à réfléchir et à travailler là-dessus, à la fois sur un plan technique, parce qu'il y a possibilité encore de baisser les coûts aussi en travaillant mieux sur les logiciels libres, par exemple, au niveau des multiplexages. Donc il y a des tas de trucs à inventer, mais c'est pour ça qu'il faut être ensemble et puis qu'il faut bien réfléchir avec les informaticiens et puis entre les différents médias. D'autant qu'il faut bien se rendre compte aussi que l'un des gros avantages de la radio numérique terrestre est d'assurer le maintien du paysage radiophonique tel qu'il est aujourd'hui avec cette grande chance des radios associatives qui est d'avoir 20% de la bande FM qui leur sont réservées dans la pratique et effectivement avec un accès gratuit et anonyme. Mais je voyais à la fois Léla Bencharif et Véronique Boulieu qui voulaient réagir. Gêne effectivement avec, comme on dit, les grands groupes Orange et ANCO, c'est que si nous, radio associative, on se retrouve sur les portables, je ne suis pas sûre que quand on fera une recherche, on trouvera en premier les radios associatives. Je pense qu'on trouvera tous les grands groupes qui ont des sacrés moyens financiers quand on fera une recherche. Donc quand on cherchera Couleur FM sur un portable, à mon avis, on va mettre du temps à le trouver. Donc c'est là où moi aussi je mets un bémol avec la radio sur les portables. Et puis attention, moi pour l'instant, je revendique le fait, et la CNRA le revendique au fait aussi, qu'il faut bien garder les deux modes de diffusion, le hertzien et la RNT, tant que tout le monde ne pourra pas être équipé, parce que c'est pareil sur le territoire, ça obligera tous les auditeurs à changer leur matériel. Donc ça ne va pas se faire en 5 minutes. C'est comme la télé, il faudra du temps. Donc gardons bien les deux, le hertzien et le numérique, et puis voyons venir les choses. Et surtout, ne pas tomber dans un monopole qui pourrait être destructif pour le secteur associatif. Léla. Je sais, je suis signataire de l'appel des médias citoyens, c'est ça. J'ai lu attentivement les propositions que vous défendez et que vous avez soumises à Madame Filippetti, la ministre de la Culture. Je sais aussi la nécessité d'un travail, d'une bagarre politique. Il faut que nos parlementaires portent avec vous, avec nous tous, cette révolution au service des médias citoyens, au service de la participation citoyenne, etc. Et je vais me resituer aussi au niveau Rhône-Alpes. Et moi, je fais appel aux médias, au collectif des médias citoyens rhône-alpins. Et je sais combien vous savez ce que ça veut dire aussi que le contre-pouvoir intelligent, contre-pouvoir démocratique. Sachez qu'à la région, et je sais que vous êtes largement en capacité de faire des propositions. Vous l'avez prouvé plus d'une fois et c'est sans doute pour cela que vous avez été associé
au travail qui a permis la délibération sur culture et numérique, qui peut-être vous laisse sur la faim parce que concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, continuez à faire du lobbying intelligent et je vous promets que je suis avec vous et d'autres élus aussi le sont et la région est tout court. Mais je voudrais vous faire part aussi d'une délibération qui a été votée en février 2012 par l'élu en charge, qui a été présentée par l'élu en charge des TIC, une délibération autour du numérique. Alors, chose assez extraordinaire, elle est belle quand même, cette délibération. Pour tout vous dire, moi j'avais du mal, mon groupe politique avait du mal à la voter, parce qu'on avait juste une intrigue, il n'y a pas de ligne de crédit pour accompagner cette délibération. Elle est quand même intelligente, parce que dedans, il est question... Alors, excusez-moi, je ne suis pas une pro du numérique, mais je comprends parfaitement ce qui est en jeu derrière. Mais pour faire court, il est question d'installer la tuyauterie. Très bien. Et on reconnaît dans cette délibération que la tuyauterie, elle a aussi des usages sociaux et citoyens. Et là, l'enjeu pour nous tous et pour vous, et pour nous tous, mais vous, médias citoyens Rhône-Alpes, eh bien, c'est d'exiger d'abord d'être attentif à nous, élus aussi, de communiquer au bon endroit ce type d'informations et d'exiger qu'un pourcentage, le jour où on aura pondu un budget, qu'un pourcentage de ce budget soit dédié strictement aux usages sociaux et citoyens du numérique. C'est pas rien de le dire. Alors pardon, on est un peu on reste sur notre faim parce qu'il y a une délibération intéressante, il n'y a pas de moyens. Bon, pour tout vous dire, il était avancé des chiffres assez... c'est à 3 zéros et en millions. Donc, la question d'un partenariat public-privé, bon, il y avait quand même pas mal d'intrigues au niveau d'un montage économique, enfin d'un modèle économique et d'une proposition budgétaire. N'empêche qu'elle a été votée. Elle est même consultable sur le site de la région et volontiers, je vous en ferai part. Et je voudrais rebondir aussi sur quelque chose d'important qui a été dit finalement, qui est récurrent dans les propos des uns et des autres. C'est cette idée de la parole, de donner la parole. J'ai pas de problème, pour pas qu'il y ait de malentendus, quand j'ai parlé un peu des quartiers d'habitat social, de ce truc, les dits éloignés de la citoyenneté. J'ai pas de problème une seconde pour comprendre qu'il y a un travail de donner la parole, de prendre la parole. Moi, j'aime pas donner la parole, je sais pas ce que ça peut vouloir dire. Prendre la parole, ça veut dire... et puis, j'y suis très sensible pour avoir bossé, au passage, et là, je rends hommage aux médias, une dizaine d'années, vous le savez, sur la question des mémoires des immigrations, question de la connaissance, reconnaissance, valorisation des mémoires des immigrations et tout particulièrement mémoire coloniale et post-coloniale. Qui nous a suivis pendant 10 ans en Rhône-Alpes ? Aujourd'hui, quand je t'écoutais, Patrice, je me posais la question de savoir où sont les archives. Alors, je fais le lien avec le numérique. Où sont les archives de 83 ? On va fêter l'année prochaine les 30 ans de la marche. 30 ans, c'est ça ? 30 ans de la marche. On va peut-être glaner quelques images, Alina. D'accord. On va peut-être glaner quelques images d'archives, faire France 3 ou ailleurs. Mais on va surtout se démerder pour aller trouver de l'archive audio. Parce que moi, je me rappelle, je suis aussi une héritière de 83, et ça suffit pour construire mon engagement politique et mon engagement de citoyen. Ça m'a même permis d'arriver à dire « je suis française » et de m'engager ensuite dans ce travail autour de la nécessité de valoriser ce qui fait une société cosmopolite. Et qu'est-ce qu'on a du mal à parler d'une société cosmopolite en France ? On en est encore au pluriculturel et à faire cohabiter. Donc, moi, je sais que ce travail est un travail de préparation autour des 30 ans et que partout en France, pour être en lien avec d'autres associations, on va toquer auprès des radios associatives et leur dire « filez-nous vos archives, elles sont où ?» Et j'entends bien tout l'enjeu pour rebondir sur cette nécessité, Patrice, de créer des passerelles entre ces différents outils médias et qu'effectivement, on a besoin d'espace numérique aussi pour archiver la parole, ce qu'on appelait la parole des sans-voix. Et j'y suis particulièrement sensible et montrer simplement comment cette prise de parole dans l'espace public autour de sujets sociétaux, je veux dire enjeux majeurs, eh bien, elle a évolué. Et c'est vrai que ce sont les médias citoyens,
J'ai pas attendu d'être élu pour reconnaître le rôle des médias citoyens, mais je sais que vous avez été là pour couvrir, mais couvrir intelligemment, hein, pas simplement faire une photographie, mais interroger ce qui se passait en Rhône-Alpes quand on met en place le premier forum des mémoires des immigrés. Je sais qui a suivi le travail des associations, des militants associatifs quand on a fabriqué cela. Et je sais combien vous avez été des lieux de débat précieux. Et je vous promets que je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est juste pour vous alerter qu'on va commencer à vous enquiquiner partout en France dès la fin de cette année pour construire les 30 ans de 83. J'avais envie de dire ça. Bon, voilà. Ce sera avec plaisir. Christian Combier avait envie de réagir. Oui, deux réactions. La première quand même sur la question budgétaire. Effectivement, on est confronté aujourd'hui à cette question-là. La question de l'accès de tous au numérique n'est pas une question de droit commun. On le constate au quotidien. Il n'y a pas de financement sur cette question-là. Ça concerne les médias, mais ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, l'école dématérialise l'accès des parents aux notes, etc., accès aux cahiers de texte, etc. Il n'y a pas de financement de droit commun et de financement dans le cadre de missions de service public sur l'accompagnement des usagers à la compréhension des systèmes qui les concernent. On n'est que sur des lignes politiques, de budgétaires, je veux dire, politique de la ville, FEDER, crédit spécifique. Donc ça, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. Comment on accompagne, quel que soit le statut des individus? Ça, c'est la première chose. La deuxième réaction, c'est par rapport à ce qui était évoqué sur la question du contrôle. Vous la posez par rapport à la question des médias, mais nous, on constate que c'est une question qui se pose plus globalement. En gros, on a le sentiment que, notamment les fournisseurs d'accès, mais pas que, mais entre autres les fournisseurs d'accès, qui ont raté, de leur point de vue, la capacité à taxer, à récupérer de l'argent sur l'Internet, qui vivent sur la publicité, dont on sait que sur Internet, c'est un modèle qui est en train de s'écrouler, puisque le modèle premier de l'Internet, c'est la diffusion, l'achat et la revente de données, et très peu la publicité, finalement, au bout du compte, sont en train de trouver des systèmes de contraintes qui permettent de refaire des tuyaux de taxation. Que ce soit sur les téléphones, que ce soit sur les tablettes, que ce soit, etc. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'offres qui bloquent, et du point de vue de la liberté individuelle, du point de vue de la liberté du citoyen, cette question-là, elle est aussi fondamentale. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'achète une tablette, alors au-delà de la question de l'obsolescence, qui peut être programmée parce qu'elle est faite de telle manière que s'il y a un système qui se met à jour sur celle-ci, je ne pourrais jamais le mettre à jour. D'ailleurs, si on prend la publicité d'un des fournisseurs d'accès téléphonique aujourd'hui, son argument de vente, c'est quoi? C'est changer de smartphone tous les ans gratuitement. On peut vous le permettre. Quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est qu'effectivement, si j'achète ce smartphone-là, j'aurai plus forcément le droit de naviguer. Certains l'ont déjà fait. C'est-à-dire que certains ont déjà supprimé l'accès à Internet par un navigateur, quel que soit le navigateur, remplacés par leur propre système. Il y a aujourd'hui des forfaits qui sont vendus, et il doit y avoir des accords commerciaux là-dessus. Certains systèmes aujourd'hui, ça va jusqu'au fait que si je ne me connecte pas d'abord à Facebook, je ne peux pas me connecter à Internet. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu qui nous concerne tous autour de la question des libertés fondamentales des citoyens, du droit au choix et d'avoir un accès à une consommation choisie, voulue. Voilà, ça va au-delà, moi me semble-t-il, alors même si la question est importante du point de vue des tuyaux tels que vous l'évoquez, il me semble que cette question-là, en termes de citoyenneté, elle est prégnante aujourd'hui. Alors, je crois que le temps passe, malheureusement. Je crois qu'on voit je ne sais pas si on est tous d'accord, mais en tout cas, on va tous dans un même sens. Qu'on soit des médias, qu'on soit des radios, qu'on soit de la presse écrite ou de la télé, ou qu'on soit de l'éducation populaire ou du numérique, ou même qu'on soit des politiques. J'ai l'impression qu'on a tous ce sentiment que nous devons avancer ensemble vers quelque chose. Alors vers quoi? J'ai pas la réponse à donner. D'ailleurs, je suis là pour poser les questions. Mais on a effectivement des réponses à trouver tous ensemble. En tout cas, semble-t-il, après vous avoir entendu. Alors, Léla a fait merci pour la transition que tu as faite. On a effectivement lancé cet été quelque chose qui peut ressembler à un livre blanc. En tout cas, c'est un appel à mobilisation, à se regrouper,
avec peut-être un petit peu la tendance à dire mais qu'est-ce qu'on attend pour se mettre tous ensemble et pour avancer tous ensemble et pour aller demander effectivement tous ensemble un soutien clair, net et précis pour des médias et leurs partenaires sur leur territoire pour faire autrement. Voilà. Et ça, j'aimerais qu'Antoine Dufour d'O2Zone TV nous en parle, parce que il a aussi vécu quelque chose avec le CSA sur l'accès d'une chaîne, et on parlait de la diffusion tout à l'heure. Cette diffusion, pourquoi pas, un jour, on pourrait même imaginer, si on avait des canaux télévision ouverts, localement ou moins localement, comme on a des stations sur la bande FM, on pourrait très bien imaginer qu'une radio, qu'une télé et qu'un journal écrit puissent se retrouver dans sur un même canal de diffusion. Enfin, peut-être, là, je rêve un petit peu, mais je laisse la parole à Antoine. Je crois que cet appel, il a été lancé à Brest. Nous, O2Zone, on est passé par toutes les couleurs. Toutes les couleurs. On n'a jamais été aidé. On n'a jamais été aidé par la profession de l'audiovisuel. On n'a jamais été. C'est une télé qui est partie dans un quartier de Marseille. Ils n'étaient pas là, d'ailleurs, pour dire, tout à l'heure, vous entendez dire, c'était pour parler de les difficultés. Mais là, c'était pour parler de la fête et justement de leur espoir. C'était pas de leur parler de leurs problèmes. Ils avaient envie de faire la fête. Ils avaient envie d'être humains. Ils avaient envie de respirer. Je crois qu'il y a une attente de la population sur les médias citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu ce matin le constat que vous avez fait sur l'État. Mais on a vu que c'était assez déshumanisé. Que derrière, on parlait plus de l'homme, on parlait plus de cette capacité à relier, à aimer, à proposer, à investir, à agir sur le monde. Je crois que l'enjeu de société qui s'ouvre aujourd'hui, c'est de dire que comment aujourd'hui on va faire cette courroie de transmission qui va faire qu'à un moment, ce monde, on va le rendre plus humain. Que derrière, quand on parle dans les médias citoyens, on parle d'hommes et de femmes, on parle d'histoire, on parle de notre planète, on parle de comment elle va devenir. Et que si cette expertise, c'est sur ces envies, on n'est pas capable de les retourner, je crois qu'on peut retourner chez nous. Je pense on va confier notre destin à Bouygues, à TF1, on va confier notre destin aux réseaux politiques, aux partis. J'aime bien les partis politiques quand ils sont à l'écoute du citoyen. Je les aime moins quand ils sont touchés par les lobbyistes et un certain nombre de fonctionnements qui sont peu démocratiques. Je pense que cet appel des médias citoyens, ça a été aussi toute cette histoire d'O2Zone de dire cette humanité, aujourd'hui, c'est pas pour des raisons de citoyenneté qu'elle n'aboutit pas. C'est pour des raisons que notre système ne permet pas. Donc aujourd'hui, on est bloqué. La loi ne permet pas à une télévision participative de pouvoir mettre en avant des innovations, des idées, une consultation. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. On ne peut pas. Donc, quels sont les hommes politiques qui s'intéressent à ça, les parlementaires? Combien de temps on cherche des parlementaires qui s'intéressent à cette question? Aucun. Zéro parlementaire depuis 3 mois qui s'est intéressé à la question. 500 000 coups de téléphone passés, pas un parlementaire. Ils sont tous occupés à faire des lois sur les entreprises, etc. etc. Voilà. Alors, voilà. Donc, cet appel, je crois qu'il est là pour, on l'a dit, il est là. On a vu le ministère de la Culture il n'y a pas très longtemps. Et le ministère de la Culture a annoncé la réforme de la loi 2013-2014. Il va y avoir une loi sur l'audiovisuel. Cette loi, pour l'instant, on n'est pas invité à l'intérieur. Donc, il va falloir s'inviter. Il va falloir faire des propositions. Il y a un cycle de conférences aujourd'hui. Il y en a bientôt un à Orléans qui va se passer début novembre. Et c'est l'occasion de remplir ce livre blanc. Je pense qu'une des belles propositions, on n'a pas arrêté de parler toute la journée, une des belles propositions qu'on pourrait faire. Tout à l'heure, on a parlé de label. Est-ce qu'il ne serait pas possible aujourd'hui, dans la force de la loi, de proposer un label média citoyen ? Laisse-moi finir. C'est pas forcément un label au sens où tu le penses. Et qu'à un moment donné, derrière, l'idée, ce serait de dire que les radios, les télés, demandent, la presse écrite, demandent ensemble une réforme des médias citoyens, que ce statut soit créé dans la loi, et que toute radio, toute télé pourrait, sur la même loi, diffuser à la fois sur la version audiovisuelle et à la fois sur la version radio, et qu'on représenterait finalement une entité collective qui aujourd'hui ne serait plus analysée par le support, mais par la fonction.
Il y a certainement un projet à réfléchir ensemble qui fait que télé, radio, presse écrite ensemble auraient certainement demain un intérêt beaucoup plus important et beaucoup plus de visibilité sur leurs fondamentaux qu'on a tous expliqués toute la journée, à être ensemble à être ensemble, à partager cette vision collective sur nos manières de faire, de dire qu'aujourd'hui la donnée numérique, qu'elle soit le son, qu'elle soit l'audiovisuel, qu'elle soit la photo, qu'elle soit la presse écrite, ben c'est une donnée numérique qui va aujourd'hui devenir complémentaire. Demain, il y a les murs numériques citoyens. Demain, il y a des habillages de cités à réaliser. Il y a des emplois tout à fait innovants à imaginer. Et que ces données numériques deviennent aujourd'hui non plus des formes de concurrence ou des formes d'état de se dire comment le fonds de soutien, on va le gérer. Peut-être que demain, un fonds de soutien qui pourrait plutôt partir de ce qu'a fait la radio et enrichir l'audiovisuel d'une manière collective aura certainement plus de poids que un jour voir des télés et redire un fonds de soutien, mais on ne va pas le mettre sur la publicité, on va le mettre sur les sites internet. Alors aujourd'hui, il faut absolument qu'ensemble on réfléchisse et peut-être faire une proposition à la sortie, ce serait bien collectif de dire comment est-ce qu'on peut réfléchir cette dimension collective du média, citoyen, radio, télé, presse écrite. Ce que je vous propose, parce que on est beaucoup à parler et le temps passe et on a des équipes de télé qui sont complètement épuisées à la fin de cette journée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on termine la retransmission en direct sur Internet par un petit mot peut-être de retour, de synthèse de Pascal Ricot et de Bruno Caillé, qui sont nos grands témoins pendant cette émission, et qu'après, on prenne tout le temps qu'on souhaite pour un débat, pour des conflits, pour se retrouver autour de choses, et en tout cas qu'on prenne tout le temps. Donc peut-être, Pascal, vous voulez commencer ? Faire une synthèse, ça va être difficile, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais dire, mais je bouillais là. De toute façon, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que déjà, il faudrait pouvoir s'inspirer directement du fonds de soutien à l'expression radiophonique, parce que tu disais, effectivement, s'intéresser à la fonction et non pas au support, sachant qu'on est dans la convergence, de toute façon, aujourd'hui des médias, dans la convergence des supports, qu'il faut effectivement penser global de ce point de vue-là, et par contre effectivement que les attributions voilà, se fassent sur la base effectivement des fonctions remplies par ces médias citoyens, et qui sont des médias aussi de la convergence, effectivement presse, radio, télévision, et finalement faire ce qui a été fait pour le fonds d'expression, enfin le fonds de soutien à l'expression radiophonique, où effectivement on s'intéresse d'abord pour l'attribution des fréquences, à voir si les radios associatives remplissent les fonctions pour lesquelles effectivement on a créé ce fonds de soutien, et puis et la catégorie A, voilà, en 82. J'avais plusieurs choses, c'est-à-dire que là il y a plusieurs mots importants qui ressortent. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir effectivement déjà le problème de la reconnaissance de la parole et la légitimité. L'autre mot, c'était la légitimité, et qui renvoie à la notion d'expertise, et qui, moi, à mon avis, renvoie aussi à la notion de reconnaissance et à celle d'intégration. On vous parliez effectivement des télévisions participatives, et le fait que des débats, qu'il y ait l'émergence, l'éruption de débats, de questions, voilà, à partir de questionnements de problématiques de population locale, c'était pas forcément bien vu, mal vécu par les élus locaux, donc il y avait des retours de bâton, je suppose auprès des télévisions locales, enfin des télévisions participatives. Donc là, il y a effectivement une certaine crainte, un refus. Il y a un problème de culture en France, de ce point de vue-là, qui est très profond. Si on compare par exemple aux États-Unis depuis longtemps avec les citizen jury, si on compare effectivement la culture effectivement des pays nordiques, notamment avec les conférences de consensus, etc., on est très loin du compte. Et effectivement, le débat, la mise en place de débat, on parlait de consultation. Effectivement, oui, on est dans la consultation, mais la consultation, ce n'est que de la consultation, ce n'est pas de la délibération, ce n'est pas du débat public. Et on voit effectivement de ce point de vue-là, les seules expériences en général, il y a des formes de verrouillage ou d'instrumentalisation. Et moi, je pense à la CNDP, je ne veux pas être méchant, mais la Commission nationale du débat public, c'est un peu, effectivement, soyons-le alors un peu. Donc, effectivement, on est dans quelque chose qui est complètement verrouillé. Et là, c'est verrouillé notamment par des experts ou par des associations. Et c'est là que je vous rejoins. C'est-à-dire que ça pose non seulement la question des élus politiques, mais la question aussi de l'accompagnement, du soutien de la part
des responsables associatifs, etc. L'anecdote que vous évoquiez tout à l'heure était assez édifiante de ce point de vue-là, par rapport à la crèche ou la garderie, enfin peu importe. Et donc on voit bien, je prends le cas de France Nature Environnement, qui devient un expert, un super expert. C'est-à-dire qu'on a des citoyens qui deviennent effectivement, qui ne sont plus, ou des mouvements associatifs, des responsables associatifs, qui ne sont plus dans leur fonction, qui deviennent des super experts, et qui deviennent finalement des alliés objectifs de telle officine ou de tel élu, etc. Enfin, je sais pas, enfin, ou de tel ministère. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est assez gênant de ce point de vue-là. Et donc, la question effectivement de la parole, ce que vous évoquiez, la parole reconnue. Et donc, on pose bien la question de la légitimité, de la reconnaissance effectivement de cette parole. Est-ce qu'elle a le droit d'exister? On peut se le demander. Autre chose par rapport à cette légitimité, je crois qu'effectivement, tout à l'heure, vous parliez effectivement on l'évoquait là un instant, de l'évaluation, de problème d'évaluation effectivement par rapport à des critères peut-être a priori, enfin d'évaluation en fonction du sexe, en fonction de l'origine, etc. Donc le risque peut-être derrière de stigmatisation, ou en tout cas voilà, de certaines populations. Alors, je pense que c'est pas le problème, c'est pas forcément un problème en soi. Enfin, je pense que l'évaluation et ça rejoint justement la question de la légitimité de la parole reconnue ou pas à certaines populations. Oui, d'un autre côté, effectivement, on peut justement essayer d'être un peu plus à l'écoute et de pouvoir évaluer aussi cette parole, évaluer sans forcément penser qu'il y aura, du fait de se focaliser effectivement sur la parole de certaines populations, que ce soit les femmes, que ce soit communautés immigrées, etc., qu'il y ait forcément derrière des risques de stigmatisation ou des risques effectivement voilà, je sais pas, d'exclusion, je ne sais quoi. Donc ça me semble important, effectivement, oui, je pense qu'on peut évaluer cette parole, on peut effectivement prendre en compte dans des projets, effectivement, la présence ou c'était par rapport à l'utilité sociale. Voilà, c'était par rapport à l'utilité sociale. Alors effectivement, c'était la question de l'utilité sociale, donc c'est un peu plus gênant effectivement dans ce cadre-là. Mais en tout cas, la question de l'évaluation, moi, en soi, ne me gêne pas sinon. Donc après, il y avait l'autre pendant, effectivement, c'était effectivement la figure de l'expert, la figure et la reconnaissance, effectivement, la reconnaissance, donc la légitimité. Est-ce que la parole est légitime ou pas? Est-ce qu'il y a une légitimité et comment on peut évaluer cette légitimité? Comment on peut refuser effectivement à des personnes qui vivent pourtant, et qui ont une expertise puisqu'elles le vivent au quotidien, puisqu'elles sont confrontées à un problème au quotidien? L'exemple que vous donniez était assez voilà, l'illustrait bien. Comment effectivement on ne peut pas à un moment donné leur donner la possibilité, notamment par des moyens numériques, par des médias numériques, effectivement d'organiser un débat qui puisse être diffusé, qui puisse être, je sais pas, en streaming. Je ne sais pas quelles étaient les intentions derrière, comment le dispositif se serait organisé, mais en tout cas donner qu'il y ait une visibilité. Et c'est le problème de cette visibilité, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de cette légitimité, donc il n'y a pas de visibilité, donc il n'y a pas effectivement de reconnaissance, donc il y a un problème peut-être à ce moment-là, je pense, d'intégration, parce que effectivement ces populations ne sont pas suffisamment prises en compte. Et pour finir, puisqu'on parle des experts, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre on le voit par rapport au CSA actuellement, puisqu'on en parlait, ou par rapport à certaines institutions, on dit oui, les technocrates, ils ont un comportement de technocrates, alors qu'on attend d'eux effectivement d'avoir effectivement véritablement une parole d'expert. Et ce qui me frappait, pour finir sur cette idée de l'expertise, c'est effectivement de voir que d'un côté, on a des membres du CSA qui soutiennent la RNT et qui ont un discours tout à fait constructif de ce point de vue-là, mais que l'institution, elle, effectivement, ne bouge pas. Voilà. Merci beaucoup pour cette synthèse. Alors, on va laisser le direct de côté et dire au revoir à ceux qui nous suivent par là et libérer les caméras, mais on va quand même continuer entre nous. Je suis désolé pour Bruno Caillé, mais on va quand même vous demander ce retour là maintenant, rien que pour nous. Bien, non, oui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voudrais juste revenir sur l'idée que effectivement, ce qu'on peut pointer du doigt, c'est que le média citoyen, c'est pas le média dominant. Donc à partir de ce moment-là, il faut se trouver une identité. Se trouver une identité, ça veut dire essentiellement savoir s'évaluer. Donc je reviens moi sur le rôle de l'évaluation. Je pense que l'évaluation ne doit pas se faire par rapport à des critères qui seraient des critères qui seraient imposés. Mais elle doit se faire sur des critères qu'il faut trouver et qui ne doivent pas être obligatoirement quantitatifs, mais qui doivent partir du qualitatif. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'effectivement, en ayant
une vision commune de ce que c'est qu'un média citoyen, de la manière dont il porte son identité, eh bien, il pourra être pris en charge et qu'on peut revenir à cette idée de label ou de classement du média citoyen et même de l'établissement d'une sorte de barème qui permette de lui proposer des aides nationales ou régionales. Donc, je crois que le média citoyen doit faire cet effort-là en commun et avec toutes les instances présentes de son efficacité et de trouver le discours et le projet cohérent qui va l'inscrire définitivement, effectivement, dans une loi audiovisuelle, pas seulement à travers un statut associatif qui a été dénoncé 2 ou 3 ans plus tard avec le rapport Bouillon qu'il a envoyé paître, en tout cas pour la télévision. Et donc, très clairement, si on veut être objectif, la loi de 2013-2014 doit être une réussite. Et, parce que maintenant, je crois qu'on est arrivé à un état de maturité de ces médias-là qui leur donne une légitimité dans la société. Encore faut-il les identifier clairement pour qu'ils soient acceptés par tous. Voilà. À ce niveau-là, moi, avant de passer la parole à Gérard Wormser, à Olivier Bérardi, à tous ceux qui l'ont demandé, moi, j'aimerais juste faire peut-être une petite remarque, une petite proposition par rapport à ça. Moi, je crois que Bruno Caillé a raison. L'évaluation, il faut la faire. Mais il faut la faire dans un autre sens. Il ne faut pas la faire pour contrôler, comme disait Léla. Il faut la faire autrement. Moi, je crois qu'il faut faire un vrai fonds de soutien national aux médias citoyens sur des critères qui pourraient ressembler à ceux de l'aide sélective du fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui sont des critères qui évaluent le rôle du média dans un territoire, auprès des citoyens, dans leur utilité sociale, on en parlait. Donc moi, je crois qu'effectivement, il faut l'évaluer, mais pour que cette évaluation existe, il faut que ce fonds de soutien existe, et pour que ce fonds de soutien existe, il faut aller vers la convergence. Alors, j'ai un gros souci. À qui je donne la parole en premier? Olivier Bérardi, TVNet Citoyenne, qui n'a pas encore eu la parole. Gérard Wormser, qui la reprend. Je propose de donner la parole à Olivier, et Gérard pourra donner une réponse, et puis avancer. Et puis, naturellement, André Dunier aura la parole aussi. La prise de parole, ça commence aussi par essayer d'être raisonnable et de faire des prises de parole courtes. Moi, je voulais juste dire par rapport à rebondir, je voulais intervenir, je ne connais pas votre nom, mais par rapport aux vidéos de quartier, par rapport à la parole des élus. Donc nous, on est TVNet Citoyenne, on est une TV locale, on a produit 800 reportages en 3 ans. Vous dire que sur la prise de parole, moi je suis très sensible à cette notion-là parce que je cite souvent Michel de Certeau, qui est un grand sociologue, et on devrait lire ou relire Michel de Certeau. En plus, il est né à Chambéry, il n'a même pas de nom de rue. Michel de Certeau, c'est quelqu'un qui a théorisé la prise de parole. Il a même écrit un livre qui s'appelle Prise de parole. Il a comparé la prise de parole en 1968 à la prise de la Bastille en 1789. Bon. Nous, on est issus de ça, c'est-à-dire qu'on est des citoyens, on ne savait même pas comment ça fonctionnait un appareil photo, une caméra ou du journalisme, on a pris la parole. Et vous dire que si, en tout cas c'est l'expérience, hein, et ce que je dis n'est pas exemplaire, si on a comme retour depuis 2 ans, les élus ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas que les citoyens se saisissent ou qu'ils fassent de la formation ou en auto-apprentissage. Ils ne veulent pas pour faire de l'information. Parce que nous, on se positionne sur ce truc-là, sur cette chose-là. Donc c'est très très difficile. Et vous dire, je vais finir là-dessus, que c'est un combat. Parce que là, on est dans un salon et c'est bien parce qu'on prend du recul, on discute. Mais c'est un combat physique. Hein, moi, j'ai été malmené, on nous empêche, on est blacklisté, etc., etc. Et pour reprendre ce que dirait Gérard Fumex sur son territoire, on ne le vit pas pareil sur notre territoire. On est aussi blacklisté par les médias. C'est-à-dire que vous avez une initiative citoyenne qui fait de l'information, presque un reportage par jour, d'actualité où les citoyens y parlent, où on questionne les élus, où on essaye, et les élus fuient, ne veulent pas répondre. Eh bien, les médias, quels qu'ils soient, radio, télé, presse, n'ont jamais parlé de notre initiative.